Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une écolière du Vauclin, agressée par 3 de ses camarades. Les faits se seraient déroulés au sein même de son établissement. La mère de la jeune fille a déposé plainte. Son témoignage est à suivre. Les jeunes conducteurs ne pourront plus boire un seul verre d'alcool avant de prendre le volant. Le taux d'alcoolémie autorisé a été revu à la baisse. Le seuil est désormais fixé à 0,2 g par litre de sang. La décharge de Séran, toujours en proie à des incendies à répétition. Pour éviter les nouveaux départs de feu, la collecte des déchets ménagers est provisoirement transférée à Dillon, ce qui provoque quelques perturbations. Et en écho à la semaine de lutte contre l'obésité, coup de projecteur sur certains moyens pour perdre du poids et surtout leur coût. Entre régime alimentaire, coach sportif et chirurgie esthétique, la minceur a son prix. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Débutons ce journal avec le cri d'une mère. Alors que l'on parle beaucoup en ce moment d'harcèlement à l'école, nous vous proposons ce soir d'écouter son témoignage. Sa fille, âgée d'une dizaine d'années, aurait été agressée par 2 de ses camarades. Sa mère n'a pas hésité à porter plainte et aujourd'hui, elle dénonce un manque de vigilance de la part de la direction de l'école. Selon cette maman, cette agression ne serait pas la première du genre depuis le début de l'année scolaire. Marie Tricot. C'est un petit hématome, comme si c'était une petite éraflure, comme on l'a frotté, on l'a appuyé, on l'a tenu sur le dos, derrière le dos. Voici la seule trace physique que la fillette garde des événements qui se seraient déroulés mardi dernier. En rentrant de l'école, l'enfant raconte à sa mère qu'elle aurait été prise à partie dans un recoin de la cour de récréation par 3 camarades pendant l'heure du déjeuner. Il y a un petit garçon qui m'a forcé à l'embrasser. Il y a un autre qui m'a tenu les 2 bras derrière le dos. Une autre petite qui a tenu ma tête pour que le petit garçon puisse m'embrasser sur la bouche. Et celui qui me tenait derrière le dos m'a couché, elle a une petite marque au dos, m'a couché pour que le petit garçon puisse se coucher sur moi en enlevant son sexe dehors et en me disant de me branler. Et puis il a mis sa main en dessous de la jupe de ma fille. D'après Christiane, ce ne serait pas la première fois que sa fille serait victime d'attouchements au sein de l'établissement. Un harcèlement scolaire qui serait pris trop à la légère par la direction. La mère de famille dénonce un manque de vigilance, une accusation à laquelle l'école n'a pas souhaité répondre. Il y avait 2 tatis à l'étage. Ils ont vu ce qui s'est passé. Les dames ne m'ont pas appelé parce qu'elle a été dans le bureau du directeur pour dire ça à la secrétaire. Et ils ont mon numéro de téléphone. Personne ne m'a appelé pour me dire ce qui s'était passé. Le directeur me demande est-ce que la mairie était au courant que ma fille était à l'intérieur de l'établissement. J'ai dit au directeur que je ne vous comprends pas, l'enfant est à l'intérieur de l'établissement. Donc, vous voulez dire que ma fille, c'est une grosse menteuse. Ce qui s'est passé devait se passer. Christiane a déposé plainte auprès de la gendarmerie du François pour attouchement sur mineur. La mère d'un des agresseurs présumés affirme pour sa part que la fillette était consentante. L'enquête suit son cours. Choquée, la fille de Christiane n'est pas encore retournée à l'école. Les éventuelles séquelles psychologiques doivent d'abord être évaluées par un professionnel. En bref, notez que l'alerte sécheresse reste maintenue dans l'île. Les mesures de restriction sont encore de vigueur. Rappelons que jusqu'à nouvel ordre, il est interdit d'arroser pelouses, jardins, espaces verts et terrains de sport. De laver également les véhicules et bateaux hors des stations de lavage. Interdit aussi le remplissage et la vidange des piscines ou bien encore d'utiliser les points d'eau mis à disposition par les communes en bord de mer. Et malgré la conjoncture, c'est bien d'eau dont a besoin les 4 casernes de pompiers mobilisées sur le terrain pour circonscrire le feu à la décharge Séran. Le site est en proie aux flammes depuis plusieurs semaines. Face à un tel sinistre, il est difficile pour la décharge de continuer à fonctionner normalement. Où vont les ordures ramassées au quotidien? Élodie Toto et Isabelle Ferrière se sont penchées sur la question. Le jour est à peine levé que déjà, à la décharge Séron, les flammes grondent. L'incendie fait rage depuis une douzaine de jours. Pourtant, les camions continuent d'affluer. Avec le feu qu'on a eu sur la zone principale, on était obligé d'avoir une zone tampon pour pouvoir acheminer les déchets qui arrivent, parce que les entreprises seraient pénalisées. Pour éviter que le feu ne gagne aussi la zone tampon, les déchets ménagers, hautement inflammables, ont pris un autre chemin. Sur cette zone tampon, on reçoit uniquement les ordures
désencombrant. Les ordures ménagères vont à l'usine d'incinération. On a été dévié à l'incinérateur, à Dillon. Or, l'incinérateur de Dillon est le seul de la Martinique. S'il est déjà difficile pour l'organisme de venir à bout de la quantité de déchets ordinaires, la prise en charge des ordures ménagères ressemble à une mission impossible. À l'incinérateur, il y a toujours le bouchon pour vider. À un moment, ça a été trop plein, quoi. Donc nous sommes restés une journée sans tourner. Et maintenant, ça reprend petit à petit. Mais à Céron, l'incendie n'est pas près de s'éteindre. Aussi, les déchets vont continuer d'affluer à Dillon. Sans autre solution de stockage, c'est la collecte auprès des particuliers qui pourrait à terme être paralysée. Je vous l'annonçais en titre, on se rapproche un peu plus de la tolérance zéro au volant pour les jeunes conducteurs. À compter du 1er juillet prochain, le taux d'alcoolémie légal va être abaissé à 0,2 g le litre de sang. Avec ce taux restrictif, même un verre de bière mettrait les chauffeurs novices hors la loi. Ce durcissement de la législation fait partie des 26 mesures du plan de lutte sur la sécurité routière annoncé par le ministre de l'Intérieur. On fait le point avec Volana Razafi Manansoa et Elodie Toto. Cocktail, vin, bière, rhum, chacun de ces verres compte 10 grammes d'alcool pur. Un verre consommé correspond à 0,2 ou 0,3 grammes par litre d'alcool dans le sang. Aujourd'hui, tout conducteur peut avoir un taux d'alcool de 0,5 grammes par litre dans le sang, soit l'équivalent de 2 verres maximum. À partir du 1er juillet, le taux d'alcool autorisé sera de 0,2 grammes pour tous les jeunes conducteurs, soit moins d'un verre d'alcool. Pour certains Martiniquais, cette mesure gouvernementale est nécessaire. Pour avoir le moins d'accidents, je trouve que c'est quelque chose qui est très agréable. J'espère en tout cas que cette mesure sera respectée parce qu'on constate qu'il y a un bon nombre d'accidents sur la route qui sont liés à l'alcool. Sur la route, on voit beaucoup d'accidents dû à l'alcoolémie qui est assez élevée quand même, en boîte de nuit, dans les fêtes entre amis. Donc après, si les contrôles augmentent avec ce taux d'alcoolémie qui a baissé, c'est que bénéfique pour nous. La réglementation s'applique aux jeunes conducteurs titulaires d'un permis probatoire. Un permis de moins de 3 ans, réduit à 2 ans pour les personnes ayant bénéficié de la conduite accompagnée. Les jeunes conducteurs contrôlés avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,2 g par litre perdront automatiquement leur permis. Ils encourent également une amende de 135 € et une immobilisation de leur véhicule. Face à cette mesure, certains restent dubitatifs. Je ne suis pas sûre que ça va être respecté. C'est pas d'aujourd'hui que les jeunes aiment boire. Moi, j'ai des connaissances, des amis qui conduisent avec le taux d'alcoolémie beaucoup plus élevé que ce qui est autorisé, quoi. Je pense que ça va être compliqué pour tout le monde. On aime bien sortir, on aime bien... Après, à nous d'être vigilants. Je pense qu'il ne faut pas jouer avec sa sécurité et la sécurité des autres. Pour ce gérant d'auto-école, les mesures répressives doivent toujours s'accompagner de mesures de prévention. C'est toujours sur la conscience humaine qu'il faut travailler. Lorsqu'on fait un accident, il ne faut pas voir l'accident de son côté soi-même. Il faut voir, on a laissé une famille, un père, une mère, des enfants. Et on a laissé cette désolation plus tard derrière. Il y a le principe du capitaine de soirée qui existe. Je pense que cela, c'est une très bonne chose. Ça se développe dans les boîtes. Maintenant, il y a l'alcotest, on peut mettre de la voiture pour tester son taux d'alcool. L'année dernière, 32 personnes sont mortes sur les routes de Martinique. Parmi elles, 14 étaient sous l'emprise d'alcool. Et en bref, la cour d'appel de Fort-de-France a été victime de vandalisme aujourd'hui. Un cocktail Molotov a été lancé dans l'enceinte arrière du nouveau bâtiment. Une enquête judiciaire est en cours. Depuis l'ouverture, le bâtiment bénéficie d'un dispositif de sécurité de haut niveau. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Au chapitre santé, ce constat, un Martiniquais sur 4 est obèse. Être mince est alors pour certains d'entre eux une véritable alternative, voire une obsession. Une obsession que certains sont bien décidés à exploiter. Alimentation saine, chirurgie ou encore pilule miracle, les recettes pour maigrir se multiplient. Mais que valent-elles vraiment? Comment dépense-t-on pour être mince? Pour nous aider à décrypter ces méthodes pour maigrir et en écho à la semaine de sensibilisation sur les risques liés à l'obésité, le reportage d'Hélène Renaud. Même les mannequins des magasins s'exposent désormais en taille XL. Les Martiniquais trop gros sont de plus en plus nombreux, environ un adulte sur 2, et l'obésité touche à elle seule un adulte sur 5.
Cette nutritionniste s'alarme du succès du fast-food, du sucre et des féculents. Il faut revenir à l'alimentation traditionnelle avec ses poissons, fruits et légumes pays. Et contrairement aux idées reçues, manger sain ne ferait pas forcément mal au porte-monnaie. Vous mettez de l'argent dans des Coca-Cola, dans des croissanteries viennoiseries, donc dans une alimentation toute faite, ça vous revient aussi cher, sinon plus. Et en plus, pour vous remplir de vide et de choses qui vont agresser votre intestin et qui vont vous rendre malade. Non, buvez de l'eau, mangez des sardines, ça coûte pas cher la boîte de sardines. Les lentilles non plus, ça coûte pas cher. Et ce sont d'excellents aliments, ce sont d'excellentes protéines. On est parti, on commence là, très bien. Et pousse. Après l'assiette, les baskets, le sport reste essentiel pour mincir. Jimmy, 1,75 m, pesait 93 kg. Il a perdu 15 kg en 6 mois avec son coach sportif. Faire du sport tout seul, ça je savais faire. Hein. J'ai su me maintenir longtemps à 82 kg pendant plusieurs années, mais 82 kg, j'étais toujours en surpoids. Ce n'était pas l'objectif. Voilà, l'objectif, c'était de perdre des kilos, de se sentir mieux. Et puis voilà. Et c'est grâce au coach. C'est lui qui connaît les bonnes formules, en tout cas, pour pouvoir perdre des kilos, pour ne pas se blesser. Il n'hésite pas à dépenser pour se dépenser. 35 € la séance, le prix à payer pour des conseils sur mesure. Quand on est en surpoids, on a un mauvais schéma corporel, on a une mauvaise estime de soi, on ne sait pas comment forcément se placer, on n'a pas l'habitude de la pratique, on ne sait pas forcément faire les exercices. Donc même avec des applications ou même en regardant quelques vidéos, on ne s'en sort pas. Et il est difficile de se motiver tout seul. Donc le coach sportif ou l'éducateur sportif est là pour vous amener cette motivation, mettre en place des rituels. Pour perdre leurs kilos en trop, certains optent même pour des solutions radicales. Exemple avec la cryolipolyse, cet appareil emprisonne le bourrelet entre 2 plaques de froid. À partir de 0 à moins de degrés, c'est les températures auxquelles seulement les cellules graisseuses ne résistent pas. Ça ne va pas altérer la peau, ça ne va pas altérer les vaisseaux ni les nerfs. Il n'y a que les cellules graisseuses qui vont être détruites, qui vont recevoir un message disant que c'est bien trop froid pour elles et qui vont se mettre en mort cellulaire. Coût de la séance, 200 €. Pas de quoi refroidir cette cliente. Ça fait des années que je lutte avec le ventre. Des années. Et avec la cryo, c'est comme si j'avais trouvé mon bonheur. J'étais prête à dépenser pour mon poids. Pour être bien, j'étais prête à faire ce qu'il faut. Mais selon les spécialistes, rien ne remplace une alimentation saine et une activité physique régulière. Des réflexes à adopter dès le plus jeune âge. Près d'un enfant sur 4 est en surcharge pondérale en Martinique. Le CHU de Fort-de-France serait-il en voie de rémission? C'est ce que semblent montrer les indicateurs selon la direction. Si en 2013, le déficit financier de la structure s'élevait à 105 millions d'euros, la situation se serait stabilisée à près de 90 millions d'euros. Un montant à la baisse grâce à une politique de maîtrise des dépenses. C'est ce que nous explique le directeur général. Il a répondu aux questions de Louise Savas. Ces chiffres montrent deux choses. D'une part, c'est l'importance de notre déficit, puisque vous dites 105 millions puis 97, qu'il faut ramener au budget du CHU, qui est de 555 millions. On est à peu près à 20% du budget. Ça reste un des déficits les plus élevés de France. Nous restons un des établissements les plus soutenus de France. Mais malgré cette difficulté, qui est une réalité qu'on ne peut pas ignorer, il y a quelques points effectivement d'amélioration. Une petite hirondelle, certes, qui ne fait pas le printemps, mais qui, je l'espère, va peut-être l'annoncer. Les éléments que vous avez cités sont l'expression d'un vrai travail de maîtrise. Maîtrise des dépenses d'abord, et sur ce sujet-là, nous avons bien mieux réalisé nos objectifs que la moyenne des CHU français, puisque pour faire simple, nos dépenses ont augmenté en moyenne de 1% quand celles des CHU français augmentaient à peu près de 2,5%. Santé toujours depuis hier et jusqu'à dimanche se tient à l'hôtel Caraïou des Trois-Îlets la 17e conférence internationale sur la rétrovirologie humaine. Plusieurs pathologies majeures présentes en Martinique sont à l'ordre des discussions. Le virus HTLV1 ainsi que les infections apparentées. Tous les 2 ans, les spécialistes et experts internationaux qui travaillent dans ce domaine de compétences se rencontrent pour échanger sur les récentes avancées. Et de rétrovirologie, nous en parlons tout de suite avec notre invité, Dr Raymond Césaire. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir. Alors vous êtes doyen à la fac de médecine des Antilles. Oui. Je le disais, les discussions portent essentiellement sur les rétrovirus, dont le HTLV1.
À l'instar du sida, l'homme est contaminé par les mêmes voies de transmission. Alors, tout simplement, qu'est-ce que le HTLV1 ? Voilà, donc le HTLV1, c'est pour Human T lymphotropic virus type 1, c'est un rétrovirus, mais c'est un rétrovirus très différent du VIH. Donc on ne peut pas vraiment faire le parallèle avec le VIH ou le sida, c'est un sujet différent. Ce qu'ils ont en commun, ce sont juste les voies de transmission. Voilà, les voies de transmission qui aujourd'hui sont maîtrisées, le dépistage sur chaque don de sang, qui est effectif depuis maintenant les années 90, fin des années 80. Le dépistage systématique chez la femme enceinte avec, pour le HTLV1, la particularité qu'il ne se transmet que par l'allaitement. Et donc on a une possibilité de prévenir la transmission de la mère à l'enfant en contre-indiquant l'allaitement. Et puis la transmission par voie sexuelle, mais là on rejoint la problématique de la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Très bien. Alors, pour que l'on puisse imager vraiment à quoi ressemble physiquement cette maladie, quels sont les symptômes? Alors ce qu'il faut savoir dans le cadre de cette infection, c'est que l'immense majorité des personnes infectées ne sont pas malades et quelque part n'entendront jamais parler du virus durant toute leur vie. Ils sont asymptomatiques. Une minorité de personnes vont développer une maladie. Alors il y a deux maladies qui sont associées à ce rétrovirus. Une maladie neurologique qu'on appelle la paraparésie spastique tropicale et une maladie hématologique, la leucémie T de l'adulte. Alors ce sont deux maladies qui sont sévères. La paraparésie spastique tropicale est une maladie invalidante, neurologique, et la leucémie T de l'adulte est une leucémie particulièrement sévère. D'où la nécessité, bien évidemment, de développer des travaux de recherche pour ces maladies, pour proposer des avancées thérapeutiques. Alors le HTLV1 touche près de 20 millions de personnes dans le monde. Il est essentiellement présent chez nous, dans la Caraïbe, en Amérique du Sud, mais aussi au Japon, d'où la présence d'experts japonais lors de cette conférence. Pourquoi n'est-ce que maintenant que nous entendons parler réellement de la maladie? Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est aussi l'une des raisons de la tenue de ce congrès que nous accueillons en Martinique, la 17e conférence internationale de rétrovirologie, qui a lieu tous les 2 ans. Donc il y a 2 ans, c'était à Montréal. Voilà, c'est que c'est un hommage en fait. C'est un hommage aux travaux du professeur Jean-Claude Vernant, qui, en 1985, a publié pour la première fois au monde, a démontré le lien de causalité entre le rétrovirus HTLV1 et la maladie neurologique. Et justement, cette découverte s'est faite en Martinique. Voilà, c'est une découverte majeure. Donc c'est un hommage de la communauté internationale qui travaille sur le sujet. Vous avez évoqué des chercheurs venus du Japon. Effectivement, 35 chercheurs sont venus des universités de Tokyo, d'Osaka, de Kyoto. Nous avons des collègues qui sont venus du Brésil, des États-Unis, de Grande-Bretagne, de l'Institut Pasteur en France, l'Institut Pasteur de Guyane. Donc c'est vrai que... Et ils sont venus pour rendre hommage à cette découverte et aux travaux pionniers du professeur Vernant. Oui, professeur Vernant, encore rappelant que cette découverte majeure s'est faite en Martinique. Donc justement, d'où le principe, je vous disais qu'on n'entend pas très souvent parler de cette maladie. Donc c'est une chose étonnante. Donc les débats en cours à l'hôtel Caraïo avec tous les experts de la discipline tendent à déboucher, je l'espère, quelque part. Ou est-ce juste un collège d'experts qui se rencontrent pour discuter sur les tenants et les aboutissants? Où allons-nous avec tout cela? Non, nous sommes dans une démarche de recherche qui va de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche clinique. Aujourd'hui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les patients sont pris en charge régulièrement au niveau du service de neurologie créé par Jean-Claude Vernant. Et je tiens aussi à rendre hommage aux neurologues qui ont été pionniers, Dr Bélance, Dr Buisson. Les patients atteints de cette maladie hématologique et la leucémie T de l'adulte sont pris en charge au niveau des services d'hématologie de nos régions. Donc il y a une recherche clinique, une recherche thérapeutique. Experts, étudiants, vous êtes tous en ce moment jusqu'à dimanche à l'hôtel Caraïo pour discuter sur la problématique. Voilà, je dirais qu'au-delà de l'hommage, c'est aussi une reconnaissance de la recherche médicale aux Antilles et en Guyane. Et un encouragement aussi pour nos plus jeunes, pour qu'ils prennent le flambeau et poursuivent ces travaux. Merci beaucoup, Dr Césaire. Merci. Très bien. Restez avec nous. Dans quelques instants, Stéphane Lupon nous rejoint, comme chaque vendredi, pour dresser l'actualité des principaux temps forts sportifs de ce week-end. Puis, quand travailler à la maison est une aubaine, un homme, Jocelyn Granomore, vit de cette expérience avec succès depuis de nombreuses années. Il est mécanicien. Et sa particularité est d'aller de maison en maison pour réparer vos automobiles.
Mais avant, les syndicats hôteliers tirent la sonnette d'alarme. Des restaurants qui ferment du jour au lendemain, des structures hôtelières qui disparaissent. La situation est préoccupante selon les membres de la CDMT qui se sont réunis ce matin pour faire le point sur plusieurs dossiers, dont ceux sur l'habitation d'Ilan ou encore le Club Med et l'hôtel Caribéa. À l'approche des grandes vacances, ces établissements afficheront portes closes. On écoute les réactions recueillies par Anaïs Gall et Tamara Capran, stagiaire. Nous avons des CDD répétitifs, abusifs, qui se passent au Club des Boucaniers. Donc nous avons eu l'occasion d'interpeller l'inspection du travail pour ces CDD abusifs. Et bien entendu, un contrat saisonnier à un délégué syndical qui me concerne moi, qu'ils ont arrêté sans l'autorisation de l'inspection du travail. La direction en place qui met les prestations, ce n'est pas à elle de nous payer, donc a décidé de ne plus nous payer, malgré le fait que depuis un an, ils avaient pris le relais, ils avançaient les fonds, et maintenant ils ont décidé de ne plus payer. Donc nous avons aussi dit que par rapport à ce fait-là, que si on continue à faire les prestations, c'est eux qui vont encaisser, ce n'est pas leurs propriétaires. Donc eux ils vont encaisser, mais ne peuvent pas nous payer, donc on essaye de bloquer tout ça. Dans l'île Sœur, tout comme chez nous, depuis mardi, début des épreuves du bac, il est de rigueur d'offrir aux futurs bacheliers le nécessaire pour réussir leur examen. Au lycée polyvalent Charles Coffin, des petits sacs contenant des fruits ou encore du pain sont remis aux candidats. La recette est simple. Pour bien réussir, il faut bien évidemment avoir la tête pleine, mais aussi le ventre bien plein. À Bemao, Linda Kayarsi. Il est à peine 7 h du matin et au lycée Charles Coeffet, on s'active. C'est le travail à la chaîne. Il faut être prêt pour qu'à l'entrée, voilà, ils arrivent. Que tout soit prêt. Les petits sachets, tout. Je suis pressée. En moins de 20 minutes, il faut préparer près de 200 sacs petit déjeuner. Une bouteille d'eau, une briquette de jus et un petit pain. Voilà. Et les élèves pourront se servir en barquette de fruits à côté. Et ce sont des parents d'élèves volontaires qui mettent la main à la pâte. C'est une façon pour moi d'être présente jusqu'au bout et soutenir l'ensemble des enfants. C'est important parce que moi, la jeunesse et la relève, les accompagner dans cette épreuve de bac, c'est important. 7h20, il est temps déjà de distribuer les sacs petits déjeuner aux candidats au bac qui, pris par le stress, s'alimentent très peu, voire pas du tout avant de passer leur épreuve. J'avais pas très faim parce que bon, je suis un peu stressée, mais si au bout de 2 heures ou 1 heure j'ai faim, je peux en profiter. C'est très important la barquette de fruits histoire d'avoir les vitamines nécessaires pour le bac. J'avais oublié de prendre mon petit déjeuner ce matin, comme j'étais en retard, donc ça tombe mieux. Car l'objectif est bien là, corriger un manque pour optimiser le travail intellectuel de ces lycéens. On espère que ça va porter ses fruits et que nous aurons de bons résultats au bac. C'est ça l'objectif, voilà. Pour optimiser un petit peu les résultats et aussi pour avoir de meilleurs résultats chaque année, encore mieux et toujours. En réalisant une telle opération, le lycée n'est pas à son coup d'essai. Le petit déjeuner bac est le prolongement d'une action menée en cours d'année. On permet à une trentaine d'élèves, dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale, on permet à une trentaine d'élèves de bénéficier d'un petit déjeuner gratuit, donc sur des critères de distance sociaux. Et on essaie d'apporter à des élèves qui auraient des difficultés pour s'alimenter le matin, à arriver au lycée avec une alimentation qui va leur permettre de travailler toute la journée correctement. Plus qu'un petit déjeuner, c'est aussi un moment de convivialité qu'offre l'établissement aux futurs bacheliers. En Guadeloupe toujours, Jacques Martial, acteur et metteur en scène, a officiellement pris ses fonctions cette semaine à la présidence du Memorial Act. L'homme a dressé les grandes lignes de sa gouvernance baptisée Nouvelle Naissance Collective. Pour l'ancien directeur de la Grande Halle de la Villette, le MACT est un projet de vie qui doit construire du lien et ouvrir les consciences. On écoute le président du MACT ainsi que le président de la région Guadeloupe, des propos recueillis par Linda Kayarsi. En m'inspirant d'Édouard Glissant dans la poétique de la relation, il dit que l'enjeu n'est pas de seulement comprendre, prendre avec, mais de donner avec. Il invente ce concept de donner avec. Et m'inspirant à mon tour de ce concept, je me dis que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas tant, et ce dont témoigne le Memorial Act, ce n'est pas tant d'une reconnaissance, naître de nouveau dans la reconnaissance, mais de naître à nouveau et collectivement. Le prestige de l'homme
devrait servir, si j'ose dire, au rayonnement de Memorial Act. Il s'est bien approprié, si j'ose dire, l'esprit du Memorial Act, sa mission, ce qu'on veut en faire. Et puis de faire du Memorial Act le bâtiment emblématique de la Guadeloupe, le symbole de la Guadeloupe. Voilà, et donc je crois que c'était l'homme qu'il fallait, tout à fait indiqué, idoine, pour porter le MACT. Parlons sport maintenant, comme chaque vendredi. Stéphane Dupont est avec nous pour faire le point sur les principaux éléments sportifs du week-end. Bonsoir Stéphane, merci de nous rejoindre. Bonsoir Océlia, ravi de vous retrouver. Très bien, c'est parfait alors. Et une actualité sportive qui s'effiloche de plus en plus et pour cause de la fin de saison arrive. En tout cas, elle sera marquée ce week-end par 3 grands événements. Il s'agit du gala de gymnastique, en tout cas la journée nationale de gymnastique. Et ça va se dérouler demain toute la journée avec un grand événement, le temps fort qui sera au stade de Louis Achille à la salle spécifique. Il y aura également de l'athlétisme avec les championnats de Martinique, cadets, juniors et espoirs. Et puis un triathlon qui va se dérouler. Karine Chassol va vous donner les précisions, en tout cas, sur le lieu de ce triathlon et sur l'ensemble du programme du week-end. On y va avec Karine Chassol. Environ 80 triathlètes disputeront le championnat de triathlon dimanche à Trinité. Au menu de cette manifestation organisée par le Madina Bikers, 1500 mètres de natation, 40 km de cyclisme et 8 de course à pied. Début des hostilités à compter de 7h30. Nos jeunes athlètes des catégories cadets à espoir seront eux demain à partir de 14h au stade Pierre-Aliquer. Ils y disputeront le championnat de Martinique. Temps fort de ce week-end, la journée nationale de gymnastique aura lieu demain. Elle sera l'occasion de mettre en lumière nos gymnastes ainsi que la discipline. Pour ce faire, des manifestations se dérouleront au Lamentin, à Sainte-Anne ainsi qu'à Fort-de-France. Le point d'orgue de cette journée, ce sera entre 15h et minuit au gymnase du stade Louis Achille. Stéphane Dupont, la suite du programme. Il y aurait également du sport d'entreprise. Ça a commencé hier soir au stade Georges Gracian du Lamentin et ça se poursuivra tout le week-end. Allez encourager nos entreprises qui font également du sport. Très bien. Stéphane Dupont, l'analyse de tous ces événements sportifs, c'est ce week-end. Demain soir et dimanche soir à 19h40 dans la tranche d'information de la TV. À demain. À demain. Une page culture pour continuer. Clap de fin ce soir de la 10e édition des rencontres cinéma. Plus d'une vingtaine de films et documentaires ont pu être projetés tout au long de cette semaine. Très bien, nous y reviendrons demain sur l'essentiel de ces documentaires et films présentés lors de ces rencontres cinéma. Mais poursuivons tout de suite avec ce spectacle demain soir, 20h à l'Atrium. Justement, la salle de spectacle accueille la 4e édition de Piano consacrée à écrit avec les 2 pianistes émérites Thierry Vaton et Georges Granville. Petit extrait. Découvrez la mazurka en page 31. Local et régional continue plein feu sur vos quartiers. Tout de suite avec votre JT des communes. Un tournoi de poker en solidarité avec Michel Soufflet, ému par la grande précarité de la vieille dame du François. L'association West Indies Poker Club a réuni une vingtaine de joueurs hier soir. Une partie des gains, soit une enveloppe de 850 €, sera renversée en faveur de la nonagénaire. Écoutez les précisions du président de l'association interrogé par Camille Joseph. Nous avons été très touchés par le côté triste de la situation de Michel Dufrançois. Nous avons décidé directement avec les vainqueurs de ce soir et les membres fondateurs de l'association de se rendre directement à son chevet et de lui expliquer la situation et voir à qui on remettra sur place si un organisme a pris le relais, puisque j'ai cru entendre dire que l'association ne s'occupait plus de cette affaire. Elle a passé le relais à un autre organisme. Donc prendre contact avec cet organisme-là et lui remettre en main propre
les fonds que l'on a pu récupérer pour elle. Cette semaine, au Palais des Sports de Petit Manoir, les membres de l'Office des missions d'action sociale et de santé ont offert un spectacle haut en couleur à un public du 3e âge. Au programme, théâtre et danse. Au Lamentin, notre correspondant Camille Joseph. La place est à la danse au Palais des Sports de Petit Manoir. Sur de la musique locale, caribéenne ou européenne, ils sont heureux de partager ce moment de joie. Nous avons voulu donner un petit moment de bonheur à nos aînés, à ceux qui sont dans les EHPAD et les autres qui n'ont malheureusement pas l'occasion d'aller voir des spectacles. Et là, c'est gratuit. Un spectacle donné par des aînés qui oublient le temps d'une mazurka, d'un tango ou d'un reggae, le poids des années. J'ai 72 ans. Je fais partie de l'atelier théâtre de l'hommage. Tu nous as vus, et puis avec notre salut entre nous, mais le salut d'amour à la foule. La danse nous apporte la joie de vivre, vraiment une vie de bonheur, et puis on a l'impression d'avoir vraiment 16 ans. Déjà 11 ans après ma retraite, que je suis plus en forme que quand je travaillais. Donc merci à l'atelier de danse. Le public, heureux d'être là, ne s'est pas privé de participer à sa manière à cette belle après-midi récréative. Il faut en profiter, j'en profite. Mais moi, j'ai 93 ans. Ça fait du bien. Ça vous fait vivre. Peut-être intimidés, les hommes sont absents à ce rendez-vous annuel du Club Omas, ce qui n'a pas empêché toutes ces dames de laisser libre cours à leur plaisir de danser. Voilà un bel exemple de joie de vivre. Si tu ne vas pas au garage, le garage viendra à toi. Jocelyn Granomore est un jeune mécanicien d'une trentaine d'années. Il a créé son entreprise, un atelier de réparation automobile itinérant. Hubert Bornil et Michelet François l'ont suivi au cours de l'une de ses interventions à domicile. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un coup de mécanique. Attention, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est à domicile. Je suis l'exemple de Jocelyn Granomore, un jeune qui a monté son entreprise depuis 2 ans. Ce matin, Jocelyn a rendez-vous dans cette villa située dans les hauteurs de Trinité. Il doit intervenir sur ce véhicule. Son propriétaire a préféré faire appel à un mécano volant, une pratique qui tente à se généraliser. C'est plus facile pour le client. Oui. Il peut vaquer à ses occupations pendant que je travaille pour lui. La mécanique, avant tout, une passion pour cet homme qui a monté sa structure depuis seulement 3 ans. Le métier, il l'a appris d'abord sur le tas. À l'époque, âgé de 13 ans, il observait ses cousins professionnels. Par la suite, il passe ses diplômes et voilà le résultat. Depuis que j'ai ouvert, il y a bientôt 2 ans, la demande a explosé. Je suis obligé de refuser parfois des clients. J'ai du travail, donc je ne peux pas satisfaire tout le monde. Jocelyn donne d'emblée l'impression d'un professionnel sérieux, et c'est le cas. Un atout considérable, gage de confiance. Au garage, des fois, il faut prendre rendez-vous. Il y a beaucoup d'attentes, les délais sont longs. Alors que moi, je viens, si c'est possible dans la journée ou le soir, vous roulez. Pour monter son affaire, il a dû recourir à une aide régionale. L'investissement de départ se chiffre à environ 6 000 €. Je préfère travailler moi-même. Comme ça, si le client fait appel, il y a un souci, je sais que c'est moi qui ai fait le problème. Mais je ne vais pas envoyer quelqu'un et puis passer après lui après. Donc je préfère le faire moi-même. Des contraintes, il y en a parfois dans le métier. Comme aujourd'hui, la pièce ne convenait pas, le propriétaire lui a dû repartir chez un vendeur. Une perte de temps pour le professionnel. Là, je suis obligé de l'attendre puisque le prochain travail que j'ai, il était sur Ducos. Donc je ne peux pas aller à Ducos pour revenir. Donc je suis obligé de l'attendre. Voilà, fin de l'opération. On remet la roue en place. Aujourd'hui, c'était disque et plaquettes au menu, à domicile. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani pour Rentrer Pays.